Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aux nouveaux, bienvenue aux anciens. Alors aujourd'hui, je vais faire une vidéo qui est vraiment délicate pour les chasers, mais si vous l'écoutez jusqu'au bout, elle va vous aider. En tout cas pour les chasers. Donc c'est pourquoi l'ego du chaser freine le rapprochement avec le runner. Ou on peut dire aussi pourquoi l'ego du chaser fait fuir le runner. Donc pour être assez clair, je vais vous expliquer comment fonctionne l'ego du chaser, mais aussi comment fonctionne finalement l'ego du runner. Bien sûr, en vous expliquant tout ça à travers ma vision de runner, puisque j'ai ce profil-là. C'est pas la vérité, mais c'est comme ça que la plupart des runners perçoivent en tout cas le chaser. D'abord, il faut savoir que l'ego du chaser nous fait beaucoup rire au départ, même si des fois c'est pas évident, on le prend dans la blessure de Roger et ça nous blesse énormément. Mais il y a des choses chez le chaser qui sont quand même assez drôles parce que l'ego ne fonctionne pas pareil. Mais bon, au départ, l'ego du chaser nous fait quand même peur. C'est plutôt après, quand on guérit ses blessures, qu'on en rigole. Mais au départ, c'est pas rigolo du tout. Donc, comment le runner perçoit l'ego du chaser? Donc, c'est bien une vision du runner, c'est pas la vérité, encore une fois. C'est comme ça qu'on peut percevoir le chaser dans notre filtre à nous, à travers notre filtre. Donc, l'ego, par exemple, du chaser, ça va être son besoin obsessionnel du runner. Donc, les chasers, au tout début, en tout cas ceux qui ont une grosse blessure d'abandon, ils vont faire vraiment une obsession sur le runner, à vouloir des rapprochements. Ils vont être très insistants, parfois même agressifs, pour avoir des rapprochements. Donc, ça peut être des rapprochements forcés. J'ai déjà eu en rendez-vous un duo de flammes jumelles dans lesquels le chaser, en fait, la runner a porté plainte parce que le chaser, il était vraiment trop insistant. Elle en a eu peur et il a fini en prison parce que c'était vraiment du harcèlement. Donc ça, c'est l'ego qui réagit comme ça, avec ce besoin obsessionnel d'avoir des contacts avec le runner. Et si le chaser n'a pas ce rapprochement ou ce contact et il est dans cette phase obsessionnelle, il va avoir une grande souffrance, surtout quand le runner se retire, fuit, s'éloigne, crée une distance. Ça va créer vraiment une grande souffrance, et cette souffrance, c'est l'ego aussi du chaser qui provoque ça. Un deuxième point chez le chaser qui pour moi est assez rigolo maintenant que j'ai guéri certaines blessures, c'est le chaser qui part dans des explications longues avec des messages super longs et une communication en excès. Donc ça, je l'ai beaucoup vu en prenant des gens en coaching. Donc les chasers, en général, quand je les ai en coaching, je les repère directement parce qu'ils parlent énormément, ils me laissent même pas parler. Des fois, on a 1 heure de séance et ils vont parler pendant 1 heure, ils vont pas s'arrêter. Et quand je vais essayer de prendre la parole, en fait, ils vont très vite me couper pour reprendre le dessus. Donc ça, c'est aussi le besoin de contrôle du chaser. Il a du mal à laisser la place au runner, et ça, c'est l'ego qui le fait réagir comme ça. Ce qui est assez contradictoire parce que le chaser, souvent, il dit qu'il a besoin d'avoir un signe d'amour du runner, d'avoir des réponses, que le runner soit plus communicatif. Mais en fait, on se rend compte aussi que au départ, en tout cas, le chaser n'arrive pas à laisser la place au runner, et du coup, le runner a tendance à se mettre en retrait pendant que le chaser prend tout l'espace. Le chaser aussi, quand il est dans l'ego, il va avoir une sorte d'hyper-présence émotionnelle, c'est-à-dire qu'il va avoir trop d'expression d'amour, ça va être vraiment en excès, et c'est souvent lié à du stress ou à un besoin de contrôle. Et en fait, ce qu'on remarque assez vite, c'est que le chaser, il a du mal à vivre les silences. Quand il y a des silences, quand il y a une absence du runner, c'est très difficile pour le chaser à vivre, donc il va essayer de combler en surjouant, en parlant plus, en insistant, en renvoyant des messages à rallonge. Voilà, parce qu'il est très mal à l'aise avec le silence et avec le fait de ne pas avoir le contrôle. De manière générale, au début, ce qui ressort, c'est que le chaser, il a une difficulté à vivre sans avoir des nouvelles du runner. Ça, c'est quelque chose qui ressort beaucoup. Et il a du mal aussi à recevoir un refus du runner. Donc ça, pour moi, c'est l'ego qui le fait réagir comme ça, c'est pas sa vraie nature. Et une fois qu'il est guéri, il réagit plus comme ça. Ça donne l'impression au départ que le chaser, il est vraiment centré sur lui et qu'il a du mal à écouter, à nous écouter en tant que runner. Il a du mal à se tempérer et du mal à s'adapter à notre personnalité, et il est très envahissant, très insistant, et bon, tout ça, on voit que c'est de l'ego et que c'est pas naturel. Alors, il y a aussi des chasers qui ont des grosses blessures, ils vont faire des reproches au runner. Ils ont une difficulté à accueillir le runner comme il est finalement, et ils cherchent souvent à le changer pour que le runner nourrisse les besoins du chaser.
Et souvent, quand le runner ne va pas nourrir les besoins du chaser, le chaser va croire que le runner ne l'aime pas ou l'aime moins, mais c'est vraiment une croyance. Il y a un autre point qui est très important à dire au chaser, même si c'est pas facile à entendre, c'est aussi, ça fait aussi partie de l'ego du chaser, c'est que le chaser, il a du mal à se percevoir comme toxique pour le runner. C'est-à-dire à des moments, le chaser, il va avoir des réactions qui sont vraiment toxiques, malsaines, très très dérangeantes et inconfortables pour le runner, mais lui, il va avoir beaucoup de mal à se percevoir comme toxique. Souvent, j'ai eu des chasers en rendez-vous où je leur disais qu'ils étaient toxiques, je leur expliquais à quel moment ils étaient toxiques et ils avaient du mal à l'entendre, ils le prenaient très mal, ils se braquaient et ils voulaient pas l'entendre. Et ça, pour moi, c'est aussi l'ego qui réagit. Et le fait que le chaser, il a du mal à lâcher le contrôle. En fait, il veut pas lâcher son contrôle et il a peur d'admettre souvent qu'il réagit mal, qu'il fait des choses mauvaises, qu'il fait des choses qui blessent parfois le runner parce que ça lui fait perdre le contrôle. Et il a besoin aussi de garder ce sentiment qu'il est en lien avec le runner. Donc il a du mal à se couper du runner et il a beaucoup de mal à vivre en dehors du lien avec son runner. Je pense que le chaser perçoit en quelque sorte l'absence du runner comme un abandon et il se sent aussi vide et il a tellement une grande perte de contrôle que ça peut l'emmener aussi des fois dans des colères et il a des difficultés à se calmer même s'il va pas forcément exprimer, mais on sent l'animosité dans sa façon de parler. Ça, je l'ai entendu aussi beaucoup de runners qui sont venus en rendez-vous qui expliquaient comment ils percevaient le chaser et ils sentaient toute sa colère, toute son animosité, même si il essayait de se rapprocher, c'était beaucoup dans la brutalité, dans la violence. Et ça, pour moi, pareil, ça fait partie de l'ego du chaser. Et après, le chaser aussi, il aura tendance à beaucoup critiquer le runner. C'est aussi pour soulager ses frustrations parce que à un moment donné, le runner ne fait pas du tout ce que le chaser a besoin et ça va créer beaucoup de frustration chez le chaser. Et souvent, j'ai eu des chasers en rendez-vous qui étaient très frustrés et qui devenaient carrément rabaissants, humiliants, condescendants envers les runners en les critiquant parce que justement, ça soulage leur frustration. Et ça, pour moi, c'est aussi l'ego du chaser. Du coup, le chaser, à un moment donné, quand il est vraiment bien dans les blessures, on le sent parce qu'il a beaucoup de mal à être dans le cœur. Il va avoir des comportements à l'égard du runner qui sont vraiment pas appropriés, qu'on peut qualifier même d'immaturité émotionnelle, des comportements un peu enfantins, on va dire. Et quelque part, je peux dire que pour moi, c'est des comportements de fuite. Le chaser, à un moment donné, il a ses blessures, au lieu de les regarder en face parce qu'il n'y arrive pas aussi, c'est totalement inconscient. Eh ben, il va avoir des comportements de fuite, il va fuir la réalité, il va essayer de se convaincre, voilà, que peut-être le runner lui veut du mal, que le runner est le méchant dans l'histoire, mais en fait, c'est son ego qui le fait réagir comme ça. Donc à ce moment-là, il peut se braquer, s'énerver, détester le runner, il va même aller avec des tierces, faire semblant de ne plus être amoureux du runner, partir en couple avec quelqu'un d'autre, ou accepter une amitié, ou saboter les échanges pour faire fuir le runner. Parce que très souvent, le runner, il ne fuit pas pour rien. Il fuit au moment où le chaser sabote la relation, même s'il s'en rend pas compte. Mais voilà, le chaser, il a son ego qui se déclenche. Et à un moment donné, son ego va faire que le runner va fuir. Maintenant, pour parler de l'ego du runner, en fait, c'est très simple. Le runner, son ego, il va se déclencher à chaque fois que l'ego du chaser apparaît. Même si le chaser ne se rend pas compte qu'il est dans l'ego, automatiquement, ça va réveiller l'ego du runner. Et l'ego du runner, ça va enclencher simplement sa fuite, son silence. Il peut faire aussi une distance physique ou émotionnelle. Ça veut dire qu'il est là, il est présent, il est en face de, par exemple, le chaser et le runner sont en train de manger dans un restaurant. Le runner, il est présent, mais en fait, il est distant émotionnellement. Voilà, où il parle pas, où il évite de s'ouvrir. Et donc, c'est une forme de distance physique ou émotionnelle. Il peut aussi éviter les confrontations. Donc ça, c'est tout ça, c'est ce que je dis là, c'est l'ego du runner, comment il réagit. Il va éviter les confrontations. Donc, au lieu de dire au chaser ce qu'il pense, il va simplement éviter et ne pas s'exprimer. Très souvent, il ne va pas exprimer parce que s'il devait exprimer, il dirait au chaser qu'il est toxique et le runner est persuadé dans son ego que le chaser ne va pas entendre les choses, ce qui est pour moi pas faux parce que très souvent c'est compliqué pour les chasers d'accueillir la vision du runner. Ils ont tendance à vouloir le changer, lui dire qu'il a tort et tout.
Donc le runner, ce qu'il va faire, c'est il va fuir, il va éviter de s'exprimer pour économiser aussi son énergie. Et parce qu'il pense aussi que le chaser n'a pas forcément la force d'entendre, ou alors n'a pas la maturité d'entendre. De manière générale, pour un runner, c'est très compliqué de parler avec un chaser qui est dans l'ego, parce que le chaser, il va chercher à prendre le dessus, à avoir raison, et il n'arrive pas à accueillir la vision du runner. Donc, de manière générale, un runner, pour éviter ça et pour ne pas perdre de temps et d'énergie, il va automatiquement éviter de s'exprimer quand il y a quelque chose qui va pas. Et ça, donc, c'est provoqué par son ego. Du coup, pourquoi l'ego du chaser provoque la fuite du runner? Parce que simplement, ça active l'ego du runner. Et le réflexe de l'ego du runner, c'est la fuite, l'évitement, le silence. Et donc, il n'y a aucun moyen pour le runner de rester dans la relation quand le chaser est dans l'ego. Donc, le bon réflexe à avoir si vous êtes chaser, c'est de vous dire que si votre runner fuit, est dans le silence ou semble éviter de s'exprimer, c'est le signe que vous êtes dans l'ego et qu'il l'a remarqué et ça a activé son ego. Et plus le runner va être distant, plus ça veut dire que le chaser est dans l'ego. Donc en fait, toutes les fois où le chaser est dans l'ego, ça va vraiment bloquer le runner et c'est automatique et même inconscient, il ne peut pas résister. Il va se mettre lui-même dans l'ego et ça va activer ses mécanismes. C'est pour ça que l'ego du chaser fait fuir le runner, mais on peut dire aussi que la réaction de fuite du runner active l'ego du chaser. Et donc ce sont les égos qui vont bloquer le duo tant que les deux n'ont pas fait leur travail. Et il n'y a vraiment pas moyen de tricher, il suffit pas de dire ça y est, j'ai plus d'ego pour qu'il y ait vraiment plus d'ego. Donc ça, c'est seulement en étant au contact de sa flamme jumelle qu'on se rend compte si on est vraiment guéri ou pas. C'est vrai que c'est très difficile pour les chasers de voir qu'ils sont dans l'ego parce que c'est totalement inconscient, c'est presque devenu naturel, comme si le chaser s'était identifié à son ego et qu'il n'arrive pas à distinguer son ego de lui. Donc le meilleur moyen de le voir, c'est de parler avec des runners, mais malheureusement, les runners au départ ont du mal à communiquer, ils ont peur de communiquer avec les chasers. Donc si vous arrivez à rencontrer des runners, des amis runners, ça peut vous aider et il faut aussi qu'ils soient à l'aise de vous dire ce qu'ils voient parce que les runners en général ils ont tendance à fuir et à pas vouloir s'exprimer, donc c'est très délicat. Moi je fais partie des rares runners qui m'expriment parce que j'ai appris très vite que j'avais un problème avec la communication et que voilà que je fuyais, donc j'apprends à ne plus fuir, j'apprends à m'exprimer, j'apprends à éviter d'être distante, je fais tout le travail du runner et donc c'est plus facile pour moi de m'exprimer. D'ailleurs, ceux qui sont intéressés, je propose à nouveau du coaching. Vous pouvez m'envoyer un mail, je vais laisser sous chaque vidéo mon mail et si ça peut vous aider, n'hésitez pas. Mais voilà, pour voir en tant que chaser, c'est vrai que c'est compliqué, mais vous pouvez quand même vous en apercevoir en voyant la réaction du runner en fait. Si le runner il est pas du tout ouvert, il semble froid, distant, mal à l'aise et qu'il a l'air vraiment de vouloir fuir, à ce moment-là, c'est que chez vous, il a perçu l'ego. Autrement dit, vous n'étiez pas naturel et vous étiez dans une blessure sans vous en rendre compte et lui, ça lui a activé son ego. Et tout l'objectif pour pouvoir permettre le rapprochement, c'est justement de supprimer cet ego, du moins de ne pas le manifester de façon toxique dans la relation avec le runner, de façon à ce que lui-même, ça n'active pas son ego. Pour ça, il faut remplacer les réactions dans l'ego par des réactions plus naturelles, plus authentiques, plus dans le cœur. Et à ce moment-là, en étant plus dans le cœur et moins dans l'ego, ça va attirer beaucoup plus le runner. Donc c'est quelque chose qui se joue surtout sur le plan émotionnel, parce qu'on va le voir émotionnellement quand le chaser il est dans l'ego, et ça va vraiment venir appuyer sur nos émotions en tant que runner. Et c'est là où on va fuir, on va être distant, on va avoir peur, on va se sentir mal à l'aise, on va avoir l'impression aussi d'avoir une autre personne en face de nous. C'est comme si on voit le chaser quand il est dans le cœur, quand il est dans l'amour, quand il est dans l'ouverture, et là on est attiré. Et à un autre moment, on voit un chaser qui est dans l'ego, dans les peurs et plus agressif, parce que du coup l'ego le rend agressif. Et à ce moment-là, on a plus peur et on a plus envie de fuir. Et on reconnaît pas notre chaser. On peut dire que l'ego du chaser, on le perçoit un peu comme une hostilité. C'est comme si le cœur du chaser se ferme d'un coup parce que peut-être on a appuyé sur une peur, sur une blessure. Et à ce moment-là, il devient beaucoup plus hostile et il fait beaucoup peur. Et c'est à ce moment-là où on se sent plus en sécurité en tant que runner et on décide de fuir ou de simplement ne plus s'exprimer pour éviter la confrontation, pour éviter que le chaser soit agressif.
De manière générale aussi, quand le chaser il pose beaucoup de questions, souvent c'est qu'il est dans l'ego et qu'il essaie de reprendre le contrôle sur le runner en posant plein de questions. Et ça aussi, quand il y a beaucoup de questions, ça peut faire peur au runner parce qu'il a l'impression que le chaser pose des questions pour le contrôler derrière. Donc le runner en général, il va éviter de répondre aux questions ou il va être fuyant, distant, un peu évasif pour éviter de se faire manipuler par le chaser. De manière générale, un chaser qui n'est pas dans l'ego, de toute façon, il ne pose pas de questions, il est plutôt silencieux, il est très calme, il n'a pas la même énergie, il est plutôt, on dirait qu'il est bien avec lui-même, il n'a pas le besoin d'avoir des nouvelles du runner. On le sent détaché. Un chaser qui n'est pas dans l'ego, il est plutôt détaché du runner, il est bien, et c'est ça qui va attirer finalement le runner quand le chaser est détaché et qu'il n'est pas dans ce besoin de contrôle, qu'il n'est pas agressif et qu'il ne cherche pas la communication à tout prix en écrivant plein de messages. Donc tout ça, ce sont des signes pour le runner quand le chaser il est aligné avec lui-même ou pas. Un chaser qui n'est pas dans l'ego, il va être aussi très centré sur lui. Donc il va plutôt s'occuper de lui, faire sa vie. Il va pas être trop en demande dans la relation avec le runner. Il va plutôt même s'en détacher et ne même pas faire attention au runner. Donc ça, c'est vraiment des signes que le chaser, il est aligné avec lui-même. En fait, le chaser qui est pas dans l'ego, il va laisser venir le runner vers lui et il va pas chercher à l'attirer aussi d'une certaine façon. Il va pas être dans le besoin de contrôler le runner aussi, de savoir ce qu'il fait ou pas. Il va vraiment se détacher du besoin de surveiller le runner. Et tout ça, ça va vraiment se ressentir dans sa manière de se comporter. Donc quand j'ai les chasers en coaching, par exemple, au tout début, quand ils sont encore bien dans les blessures, ils font que parler, ils me laissent pas l'espace et ils ont du mal à lâcher le contrôle. Et au fur et à mesure qu'on avance dans le coaching, ils commencent à moins parler, à être beaucoup plus silencieux, à être beaucoup plus calmes, moins stressés, parce que finalement le fait de parler beaucoup et de poser plein de questions, c'est aussi dû à du stress derrière. Et à la fin, ils ressemblent vraiment à des runners fuyants. Ils sont très distants et les chasers qui sont recentrés sur eux, en fait, ils laissent vraiment le runner parler. Donc finalement, il reste très silencieux et c'est le runner qui prend tout l'espace, qui peut s'exprimer. Et le chaser est content parce que le chaser a pas vraiment envie de parler. Sur le fond, il a plutôt envie que le runner s'investisse dans la relation. Et à ce moment-là, le runner s'ouvre quand le chaser arrive à cette phase-là. À l'inverse, quand j'ai des runners en rendez-vous en coaching, ils ne parlent pas beaucoup, donc c'est à moi de me mettre en retrait au maximum pour les laisser s'exprimer. Et c'est vraiment un équilibre à avoir pour ne pas être trop présent dans la communication au point d'écraser l'autre et pour ne pas être non plus trop distant. Mais voilà, le travail n'est pas le même. Un chaser, je vais plutôt essayer de m'imposer au maximum pour que petit à petit, il se mette en retrait. Tandis qu'un runner, je vais plutôt me mettre en retrait pour que progressivement, il s'ouvre et il s'affirme dans l'échange. Du coup, il y a même pas besoin de me poser des questions. Quand j'ai des personnes en coaching, je sais directement si c'est des chasers ou des runners à leur comportement, parce qu'un chaser, il va être très envahissant, il va beaucoup parler, et un runner, il va être en retrait, il va y avoir beaucoup de silence dans les échanges, et c'est comme ça qu'on repère facilement qui est chaser et qui est runner. Donc voilà ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura appris des choses, que ça vous aura aidé. Sinon, n'hésitez pas à mettre vos questions dans les commentaires, j'y répondrai. Et pour ceux que ça intéresse, je rappelle que voilà, je vais laisser mon mail pour si vous voulez prendre une séance de coaching avec moi. Et vous m'envoyez un mail et je vous répondrai pour vous dire quand j'ai des disponibilités. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos qui peuvent peut-être vous intéresser. Donc je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à très bientôt.